Bienvenue à ce webinaire consacré à l'exigibilité et la valeur du loyer à l'heure du Covid. Donc en marge des rencontres nationales des baux commerciaux, bienvenue à ce webinaire. Alors j'ai le plaisir d'accueillir d'éminentes personnalités, s'agissant des experts, Madame Françoise Meignet-Gabory, Monsieur Jean-Jacques Martel, et s'agissant des avocats, Monsieur Alain Coffinault et Monsieur Jean-Pierre Blatter, et moi-même, Bastien Brignon, donc, qui aura le plaisir d'animer ce débat, donc de poser des questions, et puis certainement de partager différents points de vue donc, sur ce sujet, je dirais à la fois simple, mais à la fois très compliqué, très technique, sur l'exigibilité et la valeur du loyer à l'heure du Covid. Donc moi-même j'ai une série de questions à poser, mais certainement que via le chat, et je vais m'en faire le relais et l'écho, il y aura des questions à poser et à suggérer. Alors première question que je vais vous poser, peut-être là je me tourne plutôt vers les avocats, Alain Coffinault, Jean-Pierre Blatter. Les loyers, donc cette question de l'exigibilité, les loyers finalement, en fin de compte, ces loyers commerciaux, sont-ils ou ne sont-ils pas exigibles ? Je commencerai par cette question à la fois très simple et quand même assez compliquée. Peut-être d'abord l'avis de Jean-Pierre. Eh bien, volontiers. Je vous propose de répondre à cette question peut-être en deux parties que nous pourrons nous partager, Alain et moi, s'il le veut bien. Car si l'on regarde bien, on s'aperçoit que cette question peut être appréhendée sous l'angle de deux systèmes législatifs. Le premier que j'appellerais le droit spécial du Covid, et le second que j'appellerais le droit commun des obligations. Et si Alain veut bien traiter le droit commun des obligations, nous partagerons la question sur cette partie-là. Droit spécial du Covid. Alors, nous en avons parlé ce matin pour ceux qui nous entendaient. Le droit spécial du Covid, il commence effectivement par l'adresse aux Français du président de la République du 16 mars, le fameux discours sur le « quoi qu'il en coûte ». Et j'avais dit et écrit qu'il avait été mal entendu et bien écrit. Car tous ceux qui l'ont entendu n'ont entendu que la dernière partie d'une phrase, d'un paragraphe qui était beaucoup plus long, qui se terminait par « les loyers devront être suspendus ». Alors tous les locataires ont sauté sur cette phrase-là en disant « les loyers devront être suspendus ». Mais s'ils avaient eu l'idée de retourner sur le site de l'Élysée et de relire l'adresse aux Français, ils auraient vu que c'était un paragraphe beaucoup plus long qui se terminait par « pour les plus petites des entreprises » et qui se terminait par « les loyers devront être suspendus ». Donc il ne s'agissait ni d'une annonce à portée générale, ni d'une affirmation de l'exonération des loyers. La suspension, ce n'est pas l'exonération. Et il s'en est suivi, d'une part, la loi d'urgence sanitaire du 23 mars 2020 et les ordonnances du 25 mars 2020, la 306 et la 316. La 316 bénéficiant à ce que j'ai appelé les super micro-entreprises, puisque au départ, on avait envisagé le cas des micro-entreprises, c'est-à-dire celles qui font moins de 2 millions de chiffre d'affaires, et on s'est aperçu que l'ordonnance du 25 mars 2020, numéro 316, dont le décret d'application a été celui du 30 mars, visait les super micro-entreprises, c'est-à-dire celles qui faisaient moins de 1 million de chiffre d'affaires et dont l'activité avait été affectée par la propagation de l'épidémie. Mais dans ces deux ordonnances, il n'était pas question d'exonération de loyer, il était question de suspension des procédures et, dans l'ordonnance 316, d'interdiction des mesures de coercition relatives au paiement du loyer. Et j'en veux pour preuve que dans la circulaire du 26 mars du garde des Sceaux, commentant l'ordonnance 316, Madame Belloubet écrivait « Le paiement des obligations contractuelles n'est pas suspendu pendant la période juridiquement protégée. Les échéances contractuelles doivent toujours être respectées. »
Voilà ce qu'il en est de ce texte. Et si l'on regarde la jurisprudence, on va s'apercevoir que l'on a un certain nombre d'arrêts qui ont été rendus par la Cour d'appel de Paris, y compris par le juge de l'exécution de Paris, qui, dans toutes ces décisions, dont je peux vous donner la date 3 février 2021, 11 février 2021, 7 mai 2021, 12 mai 2021, vous voyez que ce sont des décisions tout à fait récentes, la Cour d'appel de Paris et la Cour d'appel de Riom et le juge de l'exécution de Paris ont dit les dispositions prises par l'État n'ont pas suspendu l'exigibilité des loyers commerciaux. Donc, au regard du droit spécial du Covid, il n'y a pas d'exonération du paiement des loyers. La deuxième branche de la question, c'est est-ce que, au regard du droit commun des obligations, dont on a parlé ce matin, il peut y avoir exonération du paiement des loyers des locaux commerciaux. Merci Jean-Pierre. Très clair, effectivement, on comprend donc que ce n'est absolument pas exigible sur ce terrain du droit spécial, que ce soit, si j'ai bien suivi, au regard des textes, mais au regard aussi de la jurisprudence, et de l'avalanche de dates que vous avez citée. Jurisprudence qui ne fait que constater ce que disent les textes. Exactement. Donc tel est l'état du droit positif, du droit spécial. Alain Confinot, quid du droit spécial ? Du droit commun, pardon. Du droit commun. Ah oui. Du droit commun des obligations. Oui. Alors, on peut dire déjà que le principe de l'exigibilité du loyer reste un principe cardinal dans ce domaine. Aucun juge du fond, aujourd'hui, n'a été jusqu'à ériger en règle générale que le loyer n'est plus exigible. Il est arrivé, en revanche, que des décisions au fond adoptent certaines des argumentations et des moyens présentés par les preneurs. Alors, j'ai eu l'occasion de m'étendre largement sur les différents moyens ce matin. Je ne vais donc pas faire du recyclage de ce qui a été une grande partie de mes propos de la matinée, mais je rappelle qu'un certain nombre de moyens qui ont, disons, éclos à partir du mois de mars 2020, certains ont fait long feu. Je veux parler d'abord de la force majeure que les preneurs invoquaient pour pouvoir se libérer de l'obligation de paiement des loyers. Il leur a été répondu d'une manière générale, d'ailleurs par les juges des référés souvent, mais par les tribunaux au fond qui ont été saisis ultérieurement. Il leur a été répondu que la force majeure ne peut pas être invoquée pour échapper à une obligation de paiement, à défaut de remplir la condition d'irrésistibilité qui est posée par les textes classiques, qui était donc l'article 1148 devenu 1218 du Code civil. Pour la force majeure était donc un faux moyen, un faux débat et une impasse. La deuxième tentative a été celle de la bonne foi. La bonne foi à l'état pur qui consistait pour les preneurs à dire aux bailleurs « vous ne pouvez pas de bonne foi exiger le paiement d'un loyer pour un local que je n'ai pas pu exploiter ». Aucun tribunal n'a annulé à ce jour un loyer ou une partie des loyers sur ce terrain. Le troisième niveau de moyens tirés du droit commun, cela a été l'exception d'inexécution. Alors là, on est entré dans quelque chose de plus dur déjà, puisque l'exception d'inexécution, je le rappelle, c'est le moyen de défense qui est opposé à une partie qui n'exécute pas son obligation. Une fois qu'on a dit ça, on se met dans la peau du preneur qui ne peut plus jouir normalement de la chose louée,
il peut difficilement dire qu'elle ne lui a pas été délivrée, même si l'obligation de délivrance est permanente. Il peut simplement dire « je n'en ai plus la disposition normale et habituelle ». Et à cela, il oppose donc au bailleur qui veut réclamer des loyers l'exception d'inexécution en constatant que peu importe que le bailleur ne soit pas responsable de la situation, ce n'est plus une question de manquement à une obligation, il constate tout simplement pas de locaux, pas de loyer. Donc ça a été un leitmotiv qui a entraîné un certain nombre de juges des référés à constater qu'il existait une contestation sérieuse pour allouer une provision au bailleur qui l'a demandé. Ça a été ensuite l'occasion pour des juges du fond, que ce soit le tribunal judiciaire de Paris le 25 février dernier ou le tribunal judiciaire de La Rochelle le 23 mars suivant, de dire haut et fort que l'obligation de délivrance du bailleur ne s'étend pas à la garantie de la chalandise ni à celle du cadre normatif dans lequel s'exerce l'activité. Si l'obligation de délivrance ainsi conçue n'est pas inexécutée, il ne peut donc pas être question d'exception d'inexécution pour une obligation inexistante. D'autres juridictions se sont dirigées jusqu'à présent, ce sont surtout des juges de l'exécution, vers une autre conception de l'obligation de délivrance, qui n'est pas une obligation de délivrance liée aux caractéristiques de la chose, mais une obligation de délivrance liée à la destination contractuelle. Au fond, la véritable ligne de césure aujourd'hui des deux conceptions qui s'opposent, c'est est-ce que moi, bailleur, je suis tenu de délivrer un local qui comporte un certain nombre de caractéristiques, si je le fais et si je le maintiens tel que pendant toute la durée du bail, et si par un ordre de l'autorité administrative, l'utilisation de ce local se voit soit interdite d'accès au public, mais pas interdite d'exploitation, entre parenthèses, soit restreinte, je ne suis pas, je dirais, coupable d'une inexécution de mon obligation de délivrance. Vous ne pouvez donc pas m'opposer l'exception d'inexécution. Si, à l'inverse, mon obligation est celle d'assurer, en quelque sorte, la finalité du bail commercial, à savoir l'exercice d'une activité commerciale pour une destination contractuelle convenue, alors il est possible d'invoquer à mon encontre, quelle que soit l'absence de faute que je puisse constater, il est possible d'invoquer à mon encontre l'exception d'inexécution. Pour l'instant, aucun tribunal, au fond, n'a retenu la seconde solution. Ce sont des solutions de doctrine, des opinions, mais aucune décision, au fond, n'a statué en ce sens. Et puis, il y a la dernière... Elle a même été écartée. Pardon ? Elle a même été écartée. Absolument, elles ont été écartées. La dernière arme, le dernier outil utilisé et utilisé de plus en plus, c'est celui de la perte temporaire d'utilisation de jouissance de la chose louée, fondé sur un texte qui date d'il y a 217 ans, c'est l'article 1722 du Code civil qui régit les conséquences d'une destruction totale ou partielle de la chose louée. Alors ce texte, j'ai eu l'occasion de rappeler qu'il a vécu une vie, on va dire, évolutive, au gré de ce qu'on a appelé le forçage des textes par la Cour de cassation, jusqu'à une époque où on a considéré que, après-guerre notamment, les restrictions de jouissance qui pouvaient être imposées à certaines activités pouvaient être assimilables à une perte partielle. À partir de quoi, aujourd'hui, c'est un petit peu, il faut bien le dire, la tarte à la crème devant tous les tribunaux, que ce soit les juges de l'exécution, les juges des référés ou les tribunaux au fond, on invoque la perte de la chose louée. Et il est vrai que
il y a des décisions au fond qui ont été rendues dans les deux sens. La plus, vous direz, connue aujourd'hui, c'est celle que le tribunal de La Rochelle, précisément dans le même jugement du 23 mars, a rendue, à savoir, il est constant pour lui que la destruction matérielle de la chose doit être assimilable à la perte juridique de l'usage de la chose louée. À partir de quoi le tribunal constate que la suppression par les autorités publiques de l'exploitation du commerce, en quoi d'ailleurs ça me paraît être un peu abusif l'expression, puisqu'on n'a jamais imposé aux commerçants de fermer. Ça n'a l'air de rien, mais vous cherchez dans les textes, on a interdit l'accès au public à certains établissements dits non essentiels. La différence, c'est que certains commerces ont pu développer à côté de cela de nouveaux modes de distribution et des modes de distribution qui leur ont permis de, on va dire, réduire un petit peu la casse, même si ça n'est évidemment pas à la hauteur de l'accueil du public. Alors, cette perte de la chose louée, elle est aujourd'hui au centre de tous les débats. Et la question, comme pour l'obligation de délivrance, va être à l'avenir, et un avenir qu'on espère proche de la part de la Cour de cassation, dont on attend un avis, dont on espère un avis, la question va se nouer autour de deux axes possibles. Encore une fois, ou bien l'on considère uniquement la chose louée dans ses caractéristiques physiques. Si c'est le cas, il n'y a pas perte de la chose louée aujourd'hui dans l'état de la crise sanitaire que nous connaissons. Car les restrictions qui portent sur l'activité commerciale ne portent pas sur les locaux eux-mêmes, puisque un même local utilisé par un établissement essentiel ou non essentiel n'aura pas le même sort. Si l'on considère en revanche la finalité du bail commercial, à savoir l'exercice d'une activité commerciale conforme à une destination contractuelle convenue et donc garantie par le bailleur, alors il faudra repasser par de nouvelles caractéristiques de l'obligation de délivrance qui ne seraient pas celles qui ont été retenues par le tribunal de Paris et celui de La Rochelle, mais qui seraient des caractéristiques fondées sur, encore une fois, la mise en capacité du preneur d'exercer son activité, mise en capacité qui relèverait d'une obligation du bailleur. C'est une thèse, et notamment une thèse qui a été remarquablement mise en lumière par la thèse de Marie-Laure Besson, qui a été publiée cette année et que je recommande à tous ceux qui ne l'ont pas encore dans leur bibliothèque de l'acquérir. Donc voilà actuellement l'état du droit commun. Il y aurait d'autres outils qui n'ont pas été explorés ou qui ont été rarement explorés, qui n'ont jamais été retenus, mais voilà à peu près l'état du droit commun aujourd'hui, du fait qu'on est encore un petit peu en France dans le droit coutumier de l'Ancien Régime. Selon qu'on plaide à Lille, à Paris, à Montpellier, à La Rochelle, on n'aura pas les mêmes réponses. Donc il y a un gendarme de tout cela qui est de l'horloge à Paris quand on attend quand même la réponse. Actuellement, nous sommes quand même sur notre faim, les uns et les autres, et bien malin celui qui pourrait aujourd'hui affirmer quel est le droit positif dans ce domaine. Le principe reste l'exigibilité, l'exception peut-être, au cas par cas, la perte de la chose louée, si l'on considère que l'on a égard aux caractéristiques. Et puis finalement, vous savez, la meilleure réponse de tout cela, c'est d'éviter le recours à la justice et d'essayer de se trouver autour d'une table pour régler le problème. Alors cela est si vrai, et on n'est pas séparé par les Pyrénées entre La Rochelle et Versailles, c'est qu'on a deux solutions. Entre La Rochelle, qui nous dit qu'il y a perte partielle de la chose, et la Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 6 mai dernier, qui dit qu'il ne peut pas y avoir perte partielle de la chose, car quand bien même elle serait partielle, elle doit être définitive. Or, on est dans l'hypothèse d'une perte provisoire. Et puis, il y a quelque chose qui me gêne
dans le jugement du tribunal de La Rochelle. Peut-être que tout le monde va trouver qu'il n'y a pas de contradiction. Moi, je trouve qu'il y a une certaine contradiction lorsque l'on considère, d'une part, que le bailleur n'a pas manqué à son obligation de délivrance, et d'autre part, que la chose est perdue au sens de l'article 1722 du Code civil. Or, si le bailleur n'a pas manqué à son obligation de délivrance, je ne vois pas que la chose puisse être perdue, même partiellement et même temporairement. Si le bailleur n'a pas manqué à son obligation de délivrance, la chose n'est pas perdue. En tout cas, la motivation de La Rochelle est tout de même extrêmement courte, surtout que le magistrat procède par voie d'une affirmation quand il dit « il est tout aussi constant que la perte peut être matérielle ou juridique ». Oui, c'est vrai, on l'a jugé depuis longtemps en ce qui concerne le coût de la reconstruction de la chose. C'est une perte économique même. L'article 1722 précité peut s'appliquer sans qu'il y ait détérioration matérielle, dès lors que le preneur se trouve dans l'impossibilité de jouir de l'immeuble, d'en faire un usage conformément à sa destination. Mais il y a contradiction avec le défaut de délivrance du bailleur. Merci pour ces réponses très complètes. Alors, à vous écouter l'un comme l'autre, j'ai le sentiment que quand on évoque ce droit commun, finalement, c'est un peu comme si on avait deux droits communs. J'ai le sentiment que dans un premier temps, les locataires ont tenté d'utiliser le droit commun des obligations. Mais voyant que finalement, ça fonctionnait pas si bien que ça, on glissait. C'est de ça dont vous nous parlez, la perte de la chose louée, ou l'obligation de délivrance. On glissait vers le droit commun du bail, qu'on aurait peut-être donc plus abandonné, peut-être pas complètement encore, mais le droit commun des contrats pour glisser vers ce droit commun du bail peut-être plus efficace du côté des preneurs. Bon, à vérifier, mais c'est vrai qu'on a plusieurs branches. Alors, ce que j'ai retenu aussi dans vos propos, j'ai entendu parler de bonne foi. Je voudrais vous interroger, ensuite je me permettrai d'interroger les experts, mais je voudrais d'abord vous interroger, Jean-Pierre Blatter et Alain Confinot, sur la place de la bonne foi, ou de la mauvaise foi, dans ces relations bailleur-preneur. On est habitué sur la bonne foi ou la mauvaise foi en matière de baux commerciaux, classiquement sur la mise en œuvre de la clause résolutoire. On la connaît, cette jurisprudence. La clause résolutoire, on peut la mettre en œuvre, oui, bien sûr, tout autant que le bailleur soit de bonne foi. Mais j'ai le sentiment que cette bonne foi ou cette mauvaise foi, qui a toujours été là, mais revient encore plus en force, et j'ai le sentiment que les juges, ils sont assez sensibles. Jean-Pierre, Alain. Dans un arrêt tout récent qui vient d'être rendu par la Cour de cassation, il a été jugé que la bonne foi n'avait pas à être appréhendée et prise en considération dans la délivrance d'un congé, fût-ce avec refus de renouvellement. Donc c'est vrai que la bonne foi se trouve réduite à la délivrance d'un commandement visant la clause résolutoire. Je délivre commandement visant la clause résolutoire à mon locataire pendant les vacances, je suis effectivement de mauvaise foi. Maintenant, est-ce que le bailleur qui réclame le paiement de ses loyers à un locataire le fait de mauvaise foi? Ce n'est pas absolument certain, et il n'est pas non plus absolument certain que la bonne foi en tant que telle soit un moyen juridique pour parvenir aux fins du locataire, c'est-à-dire l'exonération ou la suspension des loyers, que ce soit au regard de l'ancien article 1134 du Code civil ou du nouveau 1104 du Code civil. Les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Alors, demander l'exécution du contrat, c'est faire preuve de bonne foi. Alors c'est vrai que dans ce jugement dont on a parlé ce matin du 10 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal a fait allusion à la bonne foi, mais c'était tout de même dans un cadre assez particulier, et ce qui a été retenu par les autres juridictions qui ont souvent repris la formule du tribunal judiciaire de Paris, c'est que dans le cas de circonstances exceptionnelles, les parties doivent appliquer la convention avec bonne foi, et au cas particulier, le bailleur qui avait spontanément pris l'initiative de proposer à son locataire des aménagements dans le paiement des loyers, des reports, des délais, etc., avait fait preuve de bonne foi. Quelle aurait été la solution si le bailleur n'avait pas manifesté cette bonne foi auprès de son locataire? Vraisemblablement, la solution n'aurait pas été différente, parce que
le contrat devait être exécuté de la même manière. Mais c'est vrai qu'on voit apparaître dans un certain nombre de décisions cette notion de bonne foi et que aujourd'hui, de manière sincère ou faciale, la plupart des bailleurs manifestent de la bonne foi à l'égard de leurs locataires en écrivant et en proposant de consentir, sinon des rabais, sinon des exonérations, tout au moins des remises à terme ou des échelonnements dans le paiement des loyers. Mais c'est vrai que c'est assez symptomatique parce qu'en général, dans ces droits spéciaux tels que les baux commerciaux, c'est vrai que la bonne foi, traditionnellement, n'avait pas énormément beaucoup de place. Et c'est la même chose aussi il y a quelques années. Peut-être on aura l'occasion de faire le lien aussi par rapport au sujet avec les questions de redressement ou de liquidation judiciaire ou de sauvegarde. Mais on voit que depuis quelque temps, finalement, la bonne foi a de plus en plus de place dans les baux commerciaux. La bonne foi a de plus en plus de place, ce qui n'était pas originellement le cas, dans le droit des entreprises en difficulté. Après, le sentiment que j'ai aussi, c'est que ce n'est pas si difficile que ça, que d'être de bonne foi en tant que bailleur ou en tant que preneur, sans pour autant tout accepter. Mais il me semble, et peut-être Alain Confineau pourrait nous éclairer sur ce sujet, notamment sur la question de la conciliation, enfin, le fait de négocier, de bien discuter entre bailleurs et preneurs. Il me semble que le fait d'être de bonne foi, c'est le fait pour un bailleur de ne pas forcément accepter une réduction ou un report de loyer, mais en tout cas de ne pas fermer la porte brutalement à son locataire. Et de la même manière, il me semble que pour un locataire, c'est le fait de, s'il souhaite à minima donc obtenir un report, de ne pas le faire spontanément sans demander peu ou prou l'autorisation du bailleur. Je ne suis pas certain que la bonne foi telle qu'elle est conçue actuellement dans le débat soit une bonne foi aussi minimaliste que celle qui consiste à dire « bon, allez, on discute un peu, je vous propose un petit étalement, ça ira ». Et ce n'est pas d'ailleurs ce que le tribunal judiciaire, dont Jean-Pierre rappelait à juste titre qu'il était le premier à avoir tranché, en tout cas un débat autour de cette notion de bonne foi, le tribunal judiciaire de Paris inviter au nom de la bonne foi les parties à s'interroger sur le fait d'adapter, au vu de circonstances exceptionnelles, adapter leur convention. D'ailleurs, le tribunal le dit, il résulte de la bonne foi que les parties sont tenues, en cas de circonstances exceptionnelles, de vérifier si ces circonstances ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d'exécution de leurs obligations respectives. Modalités d'exécution. Les modalités d'exécution, absolument. Mais on a eu, je dirais, parfois un air étonné en lisant ce jugement, en se disant « Ah, waouh, il y a quelque chose d'exceptionnel qui est en train de se produire en justice. » Cette formule a fait florès, elle a été reprise par beaucoup de décisions de juges, des référés et autres. Mais au fond, quand on regarde la jurisprudence bien antérieure, on s'aperçoit qu'il y avait des arrêts de la Cour de cassation, et j'en cite un notamment de la Chambre commerciale du 3 novembre 1992, qui avait précisé qu'au visa de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil, qui est devenu 1104, celui qui érige la bonne foi en devoir d'ordre public, au vu de ce visa, au vu de cet article, la Cour de cassation avait admis l'existence d'une obligation de renégociation d'un contrat, disait-elle, devenu profondément déséquilibré. Ça va d'ailleurs dans le sens d'une doctrine. Je citais ce matin le professeur Michel Storck qui enseignait que le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, je cite, impose qu'aucune des parties ne puisse réclamer à l'autre l'exécution de ses engagements sans offrir elle-même ce qu'elle doit. Ça en dit long sur la portée que peut avoir une conception de la bonne foi qui ne soit pas minimaliste et qui consiste à aller au-delà d'une simple invitation à discuter. Cette bonne foi, d'ailleurs, je n'ai pas cité tout à l'heure parmi les outils du droit des contrats, un outil du nouveau droit des contrats, qui est l'article 1195 relatif à la
la révision pour imprévision, je ne parle même pas de l'anéantissement pour imprévision, mais la révision pour imprévision, cela suppose effectivement d'abord que le bail ait été conclu postérieurement au 1er octobre 2016. Cela suppose également que le bail n'ait pas évincé ce texte par une renonciation sèche, dont on peut se poser la question au regard de l'obligation de bonne foi, de savoir s'il s'agit d'une renonciation qui aujourd'hui peut être compatible avec la bonne foi. L'article 1195, ce n'est rien d'autre qu'une invitation à discuter et à adapter, d'ailleurs le mot est repris par le tribunal de Paris en juillet 2020, à adapter leur convention éventuellement, ou plus exactement, tu avais raison de le dire, les modalités d'exécution de leur convention. Autrement dit, c'est un outil qui est peut-être une amibe, extrêmement difficile à cerner, mais c'est un outil en devenir. Et effectivement, sa pénétration dans les baux commerciaux par le biais de la pénétration dans le droit des contrats va peut-être amener les juges à apprécier davantage les efforts réels qui sont faits de part et d'autre pour parvenir à une pacification de la relation que nous appelons tous de nos voeux. Mais il faudra aussi s'interroger sur la bonne foi des locataires. Parce qu'on parle de la bonne foi des propriétaires. Le locataire qui, le 17 mars 2020, annonçait, qui voulait l'entendre et sur toutes les télévisions, qu'il ne paierait plus désormais aucun loyer de l'ensemble des 400 boutiques dont il est locataire, est-il de bonne foi? Quand ils ont pris la Poser peine de la question, l'annoncer. c'est la résoudre. Non, mais quand ils ont pris la peine de l'annoncer. Évidemment, non. Et c'est vrai qu'il y a Ou de peut-être... l'écrire. Ou de l'écrire. C'est vrai qu'il y a peut-être un mélange des genres sur cette obligation de renégocier. J'ai l'impression que parfois, c'est pas toujours très clair entre donc obligation de renégocier qui découle du principe général de bonne foi, enfin de la loi, et puis de l'article 1195 sur l'imprévision, qui, rappelons-le, n'est pas d'ordre public, Ah oui, tout à et fait. qui systématiquement, par exemple dans les baux authentiques, c'est-à-dire dans les baux signés par notaire, sont dans 100% des cas évincés. L'article 1195 est systématiquement évincé dans les baux authentiques. Bon, merci pour ces propos très éclairants. Alors, je vais prendre la seconde partie de l'intervention. Donc, c'est l'exigibilité et la valeur du loyer à l'heure du Covid. Cette fois-ci, je me tourne donc vers les experts. Question qui peut paraître très simple, mais qui en réalité, enfin, je ne vous fais pas forcément un cadeau en vous la posant, mais je vous la pose tout de même. La crise sanitaire impacte-t-elle ou pas, en fin de compte, mais peut-être c'est trop tôt pour répondre, mais la valeur des loyers? Peut-être Madame Meignet-Gabory. Alors, il y a deux questions dans votre question. Il y a la valeur locative du marché et il y a la valeur locative du juge, la valeur locative en renouvellement de bail. Alors, la valeur locative du marché, ça a été largement développé ce matin par Sophie Muta-Puzzetti. On peut faire beaucoup de constats. Le premier étant celui d'une mutation qu'on peut déjà observer du marché locatif. Alors, la mutation, elle s'observe de toutes les façons possibles. L'amenuisement des loyers en capital, on prend de moins en moins le risque de l'achat d'un droit au bail ou du versement d'un droit d'entrée. La multiplication des baux dérogatoires, c'est le locataire qui veut faire un test, c'est le bailleur qui ne veut pas projeter un loyer modéré au-delà d'une période minimale. C'est la multiplication des mesures d'accompagnement. C'est l'élargissement des destinations contractuelles pour permettre plus de résilience des activités exercées par le locataire. La multiplicité, ça c'est quelque chose de nouveau, des baux tout commerce, ça permet aux locataires de s'adapter, d'aller où on peut survivre dans les meilleures conditions possibles. C'est l'apparition, c'est pas l'apparition, c'est le développement de ce qu'on appelle le full variable, c'est-à-dire un bail tout en taux sur recette, tout en pourcentage sur le chiffre d'affaires. C'est une technique qui a été utilisée par les centres commerciaux pour attraire des belles enseignes qui faisaient venir le chaland sans leur faire prendre de risques. Aujourd'hui, c'est quelque chose que les enseignes
veulent bien accepter, toujours pour ne pas prendre de risques. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Ce sont des mutations qui sont nouvelles et qui pourraient se pérenniser. Ce qu'on peut dire du marché, c'est qu'il est très contrasté. Selon les activités, il y a des activités qui ont parfaitement tiré leur épingle du jeu pendant la période Covid, l'équipement de la maison, on est chez soi, le cocooning, tout ce qui tourne au bien-être à la maison s'est développé, l'article de sport se porte bien aussi. Il y a toutes sortes de branches qui non seulement ont résisté, mais se sont développées. Et les valeurs locatives traduisent ce phénomène. À l'inverse, on s'habille moins, il y a des domaines dans lesquels on consomme moins. Et puis c'est très contrasté également selon les sites. On voit dans un secteur donné des artères résister, de préférence celles qui offrent la meilleure visibilité, et les artères secondaires plonger. On a vu se creuser. C'est un phénomène qu'on voyait déjà avant le Covid. On a vu, il y avait déjà en 2019 un phénomène on voyait se creuser les écarts entre les belles artères et les autres. Mais ça s'est véritablement accéléré avant la pandémie. Et puis sur la même rue, on voit de belles transactions et des baux qui se revendent à moins 80%, alors 2 ans après leur acquisition. On voit des phénomènes très très différents. On voit des concepts nouveaux, des enseignes étrangères qu'on ne connaissait pas qui font un test sur notre territoire hexagonal. Pour les experts, c'est déstabilisant. On n'a plus nos repères de valeur locative habituels. Alors, ça m'amène à parler de la valeur locative judiciaire. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'il y a peu de procédures en matière de fixation de loyer, parce que les partenaires de leur relation locative sont d'abord sur le problème de l'exigibilité. Ça, c'est le sujet urgent. Ils cherchent aussi beaucoup à transiger. On transige énormément. On transige avec des mesures d'accompagnement de toutes sortes. Des prises en charge de travaux, des abandons de loyers, enfin, toutes sortes de schémas. On voit qu'avec l'aide de leurs avocats et de leurs experts, les parties sont créatives et on plaide finalement relativement peu. On voit, et c'est assez curieux, que ceux qui plaident pour fixer le loyer en renouvellement de bail pendant la période Covid ne revendiquent pas forcément la crise sanitaire. Ils plaident à titre personnel, j'en ai fait l'expérience il y a 2 jours, sur un renouvellement, je ne sais plus, à l'été 2020, je n'ai pas entendu prononcer le mot Covid, alors que j'avais un bailleur averti et bien conseillé d'un côté, et une enseigne internationale de l'autre. Le mot Covid n'a pas été prononcé une fois. Ils ont plaidé sur le renouvellement en se jetant des références à la figure, mais des références qui étaient des références anté-Covid, ce qui est assez éloquent. Alors, ils ont peut-être dit SRAS. Pardon ? Ils ont peut-être parlé de SRAS. C'est possible. C'est possible. En tout cas, je ne l'ai pas entendu. Alors, peu de procédures, beaucoup de transactions. Pas de jurisprudence, et si à l'occasion de cette table ronde, certains peuvent nous donner l'information sur des jurisprudences qu'ils auraient obtenues sur des fixations de loyer en période Covid, ça nous intéresse tout, faites-nous partager votre expérience. Alors, sur les méthodes, les magistrats sont aussi embarrassés que peuvent l'être les experts et les avocats, parce que il y a eu une profusion de mesures réglementaires en matière d'exigibilité, profusion de jurisprudence qui partent dans tous les sens, mais des réponses contrastées certainement, mais des réponses. En matière de fixation de loyer, on a toujours notre bon vieux code de commerce et pas d'autres outils à se mettre sur la dent. Or, ce code de commerce, il faut bien avouer qu'aujourd'hui, il n'est pas parfaitement adapté aux réponses qu'on va devoir apporter. Alors, il va falloir qu'on soit imaginatif, parce que on demande à l'expert d'abord, au juge ensuite, de faire référence aux loyers couramment pratiqués dans le voisinage. Sauf que les loyers couramment pratiqués dans le voisinage, d'abord, on n'en a pas beaucoup. L'échantillon des transactions, il s'est quand même très sévèrement contracté. Il y a des transactions de marché, il y a des renouvellements. Les renouvellements, on en a plus que des locations nouvelles, mais la réalité de la transaction
et l'information sur les mesures d'accompagnement, on ne l'a pas toujours. On a un échantillon qui est très étroit. Nous sommes habitués, nous experts, à travailler dans le rétroviseur, mais dans le rétroviseur, on voit surtout des valeurs anti-Covid. Et c'est dans un tout petit coin du rétroviseur qu'on arrive à trouver 2 ou 3 valeurs Covid, et ça ne nous fait pas un échantillon très significatif. Alors, il y a plusieurs réponses qui sont apportées, mais rien de définitif. Il y a des réponses, selon les experts, à cette problématique. Il y a ceux qui disent moi je travaille avec un échantillon anti-Covid parce que je n'ai pas grand-chose de plus à me mettre sous la dent et je vais raisonnablement pratiquer une décote. Alors là, il y a 2 solutions. Il y a celui qui fait sa décote sans dire comment il l'a fait. Et là, moi, je suis évidemment très opposée à cette situation parce que je trouve que le contradictoire n'y trouve pas son compte. Si l'expert se dit avant ça valait 1000, puisque ça valait 1000 avant le Covid, je vais dire 800, sans détailler son raisonnement, je pense que les parties seraient en droit de dire que le contradictoire n'a pas été parfaitement respecté. Dire, bon, allez, parce qu'il y a eu le Covid, on va casser les valeurs locatives globalement de 15 à 20%, c'est pas absurde statistiquement, mais la statistique ne peut pas répondre à des situations au cas par cas, hein, sauf à trahir ce qu'on attend de nous experts. Il y a diverses solutions qui ont été proposées. Alors, on essaie de s'appuyer sur le peu de transactions qu'on peut avoir, mais on n'a pas grand-chose. On est obligé, nous, d'élargir l'échantillon à la période anti-Covid et à l'adapter. Ce n'est pas le texte, hein, et ce n'est pas la pratique. On attend de nous des valeurs locatives qui soient premièrement actuelles et deuxièmement pérennes. Or, on n'est pas en mesure du tout aujourd'hui d'offrir des valeurs locatives qui répondent à ces 2 critères-là. Alors, il y a d'autres solutions. Moi, j'ai proposé ce que j'ai appelé la valeur locative lissée. C'est une solution parmi d'autres. C'est pas une solution idéale. Je considère que c'est une solution qui n'est pas non plus la plus mauvaise. Elle a le mérite de la transparence. Elle a le mérite d'être flexible puisqu'elle consiste à fixer des paliers bas qui correspondent grosso modo aux sacrifices qui sont faits par les bailleurs pendant les périodes difficiles. Ça, c'est la première variable. Et à revenir après une période qu'on peut estimer on disait 2024 ce matin, ça pourrait être 2023. L'avantage de cette méthode, c'est que si, grâce à la vaccination, tout va bien en 2022, on arrêtera les paliers bas en 2022 et on reviendra à une valeur locative anti-Covid à partir de 2023, tout ça pour en tirer une moyenne. Aujourd'hui, on n'a pas de jurisprudence qui valide l'une ou l'autre de ces méthodes. On a une oreille plutôt bienveillante des magistrats à ce que j'appelle la valeur locative lissée. On a des résistances des avocats qui disent votre valeur locative lissée, ça ne tient pas la route parce que vous vous appuyez vous faites une moyenne avec des paliers bas et des paliers hauts. Or, le juge ne peut pas fixer des paliers. Mais c'est pour moi un mauvais argument. Alors, je vais me faire peut-être assassiner par les avocats. Ce ne sera pas la première fois sur ce sujet, mais je résiste. On ne demande pas, nous experts qui appliquons cette méthode, au juge de fixer des paliers. On lui demande de fixer une valeur locative motivée par des paliers, ce qui est complètement différent. Motivée en toute transparence par des paliers. Et après tout, fixer des paliers, le juge le fait, par exemple en matière hôtelière, quand on a une accession qui survient au cours du bail renouvelé, on a un palier bas et on a un palier haut après accession, et ça ne dérange personne. Ce n'est pas révolutionnaire ce qu'on propose. C'est juste le Code du tourisme qui le permet. L'article 312.1 du Code du tourisme le permet, et là... le juge... on ne va pas vous assassiner, Françoise, rassurez-vous. On va juste vous égratigner un peu pour vous dire que votre proposition, elle a un immense mérite, c'est qu'elle a une logique économique, mais elle a un immense défaut, c'est qu'elle n'a pas de logique juridique qu'au regard du Code de commerce. Aucun juge ne peut, malheureusement, entrer dans cette ratification, en tout cas, d'un palier, sauf s'il est parti. Mais on ne le lui demande pas. Elle a au moins la loyauté de dire comment elle est faite. Oui. Le palier, quand on fait une valeur locative anti-Covid, on va dire, là j'ai une référence à 100 €, là j'ai une référence à 200 €, là j'ai une référence à 120 €, je vais proposer 130 €. Bon.
c'est une manière de motiver la valeur locative. Les paliers ne sont qu'une motivation, et surtout, ce sont des paliers qui sont issus de la pratique du marché. Ce n'est pas une invention. On ne s'est pas dit, les experts qui pratiquent cette méthode-là, on ne s'est pas dit un matin, tiens, on va inventer la valeur locative lissée. On a regardé ce que faisaient les acteurs du marché, on s'est rendu compte qu'ils faisaient des paliers bas et qu'ils faisaient ensuite, ils revenaient à une valeur locative pleine à l'issue d'une période, 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors, puisqu'on ne peut pas faire de paliers comme on peut le faire conventionnellement, on propose un lissage des paliers. Mais c'est une manière de motiver, et ça n'est pas une manière de fixer des paliers. Oui, je comprends. Ce sont des modalités. Ce sont des modalités pour, en toute transparence, oui. parce qu'on pourrait dire, on pourrait faire nos petits calculs sur notre feuille Excel, dire voilà, je prends ma valeur cible, je fais ma petite cuisine comptable, et puis ensuite, je vais dire au juge, bon, finalement, la valeur locative Covid, j'estime que c'est 20% de moins que la valeur, parce que de la feuille Excel sort quelque chose qui est entre moins 15 et moins 20, par expérience. Quand on fait les paliers bas, en observant ce qui a été accepté par les bailleurs, comme loyer écrasé au début, et quand on reprend une valeur locative anti-Covid à partir de 2023 ou 2024. On lisse ça et on est entre moins 15, moins 18, moins 20%. Bon. On arrive tous à des conclusions à peu près similaires. Je dis seulement que cette méthode-là, elle est transparente. C'est pas « je suis expert judiciaire », je dis moins 20%. Elle a une plus grande... Et on s'expose beaucoup plus vis-à-vis des avocats. On prend des coups quand on propose ça. Mais ça a le mérite de la transparence. Et comment on en est venu à ça, ceux qui pratiquent cette méthode? Grâce aux hôteliers. Les malheureux hôteliers ont été en première ligne avec la pandémie. Et pour les hôteliers, on n'avait pas besoin d'aller chercher des valeurs et les rares valeurs qui auraient pu se renégocier. On avait des données, puisqu'une valeur locative hôtelière, ça se fait avec des taux d'occupation et des prix moyens pratiqués. Or, les données statistiques hôtelières, elles ont continué à être fournies pendant la période Covid. Et là, on avait nos échantillons. Donc, on a pu faire des valeurs locatives hôtelières Covid en disant, voilà ce que j'ai comme taux d'occupation, comme prix moyen pratiqué dans tel arrondissement de Paris pour telle catégorie hôtelière, par exemple, je prends encore un exemple parisien parce que c'est ce que je connais mieux, on va revenir, les Jeux olympiques, la sortie de crise, les études du commerce en zone de trafic, les études IATA et le reste, on va revenir à une activité normale hôtelière autour de 2024. Eh bien, on part des données statistiques 2020, on repart à partir de 2024, comme on l'aurait fait, on fait une valeur locative hôtelière comme on l'aurait fait s'il n'y avait pas eu de Covid, et on trace une droite. Alors après, les zigzags entre 2020 et 2024, à part la boule de cristal, on n'a pas d'outils pour la dessiner, cette trajectoire. Il n'y a pas d'autre moyen que de prendre 2024 en valeur cible et faire des paliers réguliers, mais on pourra contracter la période de palier bas, ça a le mérite de la transparence et de la flexibilité. Voilà pourquoi je milite pour cette solution, dont je dis que ça n'est qu'un pis-aller, j'en suis consciente, et que c'est un peu une manière de torturer les textes, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part dire, je décide que c'est moins 20, ou moins 30, ou moins 40. C'est ça, elle a le mérite d'exister. C'est vrai qu'on peut éventuellement reprocher une absence de logique juridique. En fait, c'est une absence de fondement juridique. Mais il n'y en a pas de fondement juridique. Donc, quand la loi est silencieuse, il faut bien pouvoir trouver quelque chose. On peut vous donner Jean-Jacques mandat. Martel. Peut-être faire réagir Jean-Jacques Martel. On peut vous donner mandat à vous, les experts. Moi, je vous regarde et je prends du plaisir d'abord. L'exigibilité et la valeur du loyer à l'heure du Covid. Effectivement, l'écosystème des baux commerciaux a cette dualité qui est finalement, dans cet écosystème, pour être un peu à la mode, du droit et de l'économie. Alors, évidemment, on a parlé beaucoup ici de code civil, de code de commerce, etc. Et finalement, Françoise et moi avons un code supplémentaire au vôtre. C'est le code du bon sens. Et évidemment, c'est toute la difficulté. Totalement dégagé les deux premiers. C'est que nous sommes dans l'économie
et nous sommes dans, finalement, la prise en compte du prix. Et la valeur est une définition juridique, le prix est la concrétisation économique de la valeur. Et évidemment, on n'est pas sur la même longueur d'onde, puisque vous brandissez le Code civil, et nous, on vous brandit ce que tout à l'heure, Françoise vous disait, mais vous savez, c'est pas parce qu'on dit ça, on a une expérience. Françoise et moi en avons quand même une relativement longue, et cette expérience vous fait dire qu'il y a l'intuition, il y a tout ça. Et comment vous justifiez de tout cela? C'est pas si simple. Et donc, première difficulté, cette dualité entre le droit et l'économie. Et évidemment, vous êtes peut-être chacun a des certitudes. Nous n'avons que des incertitudes et nous cherchons à les réduire. Et c'est une différence qui évidemment, nous sépare. On parlait d'exigibilité, on parle d'exigibilité en droit, je vous parle d'exigibilité en économie. Il y a 15 jours, j'ai un client bailleur qui m'envoie la photocopie de la lettre qu'il reçoit, enfin, document qu'il reçoit de la part de son bailleur, émanant de Douai Métropole. On est dans le Nord, évidemment. Et à Douai, la communauté d'agglomération décide de faire une subvention pour les locataires pour leur loyer. Et donc le bailleur me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Mon locataire ne me paie plus son loyer depuis au moins 12 mois. Je lui dis, ce que vous faites, c'est pour être de bonne foi, vous signez ce document, mais vous mettez à la condition essentielle et déterminante que cette subvention de loyer ne soit pas versée au preneur, puisque c'est une subvention de loyer, mais soit versée au bailleur. Et évidemment, c'est toute la différence entre l'économie et le droit, puisque le preneur, alors il a appelé son preneur, je lui dis appelez-le quand même pour le lui dire, mais le preneur a dit mais non, c'est une subvention qui m'est versée. Alors on lui dit mais attendez monsieur, c'est marqué dessus que c'est versé pour le paiement du loyer. Au moins cette subvention allégera votre dette et donc vous bénéficiez de cette subvention. Évidemment, on comprend bien la difficulté entre le bailleur et le preneur à ce niveau-là. Alors, je pense qu'on n'inventera rien. On essaiera d'avoir beaucoup de bon sens. On essaiera d'avoir beaucoup d'objectivité. Il y a quand même un arbre qui cache la forêt, c'est que derrière le loyer, évidemment, on sent bien le locataire se bat pour son exploitation. Ce matin, d'ailleurs, Bastien Brignon nous a présenté comme un duo entre des avocats et des experts comptables. Oui. Sur le coup, ça nous a fait un peu rire, certains, parce que je trouvais le lapsus assez révélateur. Je me suis dit, tiens, veut-il nous, de façon, dans ce lapsus, nous transformer en experts comptables? Alors peut-être que nous allons quand même devoir venir des experts en comptabilité pour faire évoluer peut-être cette méthode pendant cette appréciation que, rappelle de ses voeux Françoise, pour prendre en considération les difficultés que nous nions pas, les difficultés du locataire pendant cette période. Donc la question de l'exigibilité, alors donc le locataire, oui, a lui son problématique d'exploitation. Le bailleur, derrière tout ce débat, évidemment, il voit la valeur vénale de l'immeuble, puisque derrière tout ça, il y a la valeur vénale de l'immeuble. Et si d'une façon pérenne, comme nous le voyons dans certaines revues, allez, je fais un peu provocateur, on me connaît, mais à scandale, on prévoit, on annonce des valeurs locatives en baisse de 30, 40, 50%, évidemment, derrière, ce sera la valeur vénale des immeubles qui vont aussi en pâtir. Donc je pense qu'il y a dans une formule gagnante-gagnant cette possibilité de prendre en considération certainement les difficultés d'exploitation du preneur, mais aussi avoir cette visibilité pour le bailleur. Alors, évidemment, ce sera difficile, in concreto, de voir pour le commerce considéré, de voir comment on appliquera ces paliers. Et je pense qu'on a tout intérêt à trouver ces accords, parce que finalement, si on envoie tout le monde devant le juge, ça mettra plusieurs années. Président de la République, tout à l'heure, si on a retenu que sa phrase, on a aussi retenu des mots. Je pense qu'il a même employé plusieurs fois le mot guerre. Bon, le mot guerre est un mot très fort. Il fait référence à des passés de notre pays, plutôt sanglants. Pour autant, si nous avons été en guerre économique pendant cette année 2020, il est évident que, et j'aime le rappeler, que l'appareil de production n'a pas du tout été atteint, il a même été préservé, à la différence d'une vraie guerre. La ménagère de moins de 50 ans
a été statistiquement préservée, puisque la moyenne des gens qui sont malheureusement décédés était largement supérieure à 80 ans. C'était peut-être pas ceux qui consommaient le plus. Ça peut-être même amené de l'argent dans les circuits économiques. Et puis, pendant un an, nous n'avons jamais autant épargné que nous ne l'avons jamais fait ces dernières années. J'ai pris le train hier pour venir. Le train était bondé, etc. On va peut-être... Alors, Jean Viard a fait une tribune en disant peut-être que nous allons connaître les 10 glorieuses. Pourquoi pas ? Serge Vitali nous disait tout à l'heure à Marseille, il y a quand même des rues qui ont souffert. Et c'est vrai. Il y a beaucoup de rues qui connaissent des difficultés. Ces difficultés sont peut-être provisoires. Elles sont peut-être définitives avec l'évolution finalement du mode de distribution. Mais ces difficultés sont peut-être aussi... j'allais dire, conjoncturelle. Et donc, je crois que si nous pouvons apporter une réponse de bon sens, ce sera d'essayer d'aménager cette difficulté pendant une situation conjoncturelle difficile. Merci pour ce code du bon sens et donc l'inventivité à laquelle nous sommes poussés finalement par la situation sanitaire. Alors en lien avec vos interventions et donc les questions posées, il y a une question ici qui a été posée assez intéressante. À mon avis, c'est pas évident de répondre, mais je vous la pose. Savez-vous s'il y a eu beaucoup de demandes de baisse de loyer dans le cadre de l'article L145-38, donc la révision légale triennale, de la part des locataires depuis le premier confinement? C'est un peu la tarte à la crème, hein, Ouais, le 145-38, on pense tous que c'est l'arme absolue pour trouver une solution. Alors, moi, je pense que c'est une arme absolue pour peut-être amener les parties à discuter. Mais tout à l'heure, Serge nous a expliqué que c'était quand même très difficile d'arriver à obtenir cette démonstration des différents points qu'il a très bien résumés. Et donc, je veux dire, pour l'instant, on n'a pas vu, en tout cas nous à Lille, on n'a pas encore vu ce type de décision venir. Moi, je n'en ai pas fait. Non, c'est peut-être encore un Nous peu tôt. avons, pour notre part, conseillé vivement à nos clients utilisateurs de ne pas en faire. Oui. Et de ne pas se précipiter. Mais surtout pas se précipiter. Voilà. Tout à l'heure, je crois que Damien nous le rappelait, mais évidemment, la précipitation sera certainement à éviter. Alors, il y a une autre question assez intéressante qui est posée sur le chat au regard de la loi du 14 novembre 2020 qui prévoit donc une protection de certains preneurs. Est-il possible d'invoquer la protection de cette loi du 14 novembre 2020 et même l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 pour des preneurs qui ne justifient pas d'être éligibles ni bénéficiaires du fonds de solidarité? Et la question est posée par Bernard Puylagarde, figure connue des baux commerciaux. Bon, je me suis permis de répondre, mais à mon avis, oui, c'est possible, mais sous réserve de respecter les critères du décret d'application, qui n'est peut-être pas le plus facile à dire non plus, mais sous réserve de respecter le critère d'application, le décret d'application qui a été adopté en fin d'année. Oui, qui n'a rien à voir avec... On va dire à Bernard que si l'entreprise a plus de 250 salariés, elle ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 14. Si elle fait plus de 50 millions de chiffre d'affaires, Voilà. si elle a perdu moins de 50% du du chiffre d'affaires du mois de novembre. Il faut répondre à l'ensemble des conditions qui ont été fixées par le décret du 30 décembre. Alors, c'est vrai que ce décret est arrivé un peu sur le tard. Un peu tard, bien sûr. Si bien qu'on s'est posé la question de savoir si on n'allait pas utiliser les critères, et je comprends la question de Bernard Puylagarde, qu'on n'allait pas utiliser les critères qu'on utilisait justement pour le fonds de solidarité. Mais ça n'est pas prévu par la loi du 14 novembre. Exactement. Alors, je me suis d'ailleurs interrogé sur un décret spécifique qui était attendu, qui est celui du 30 décembre, et qui fixe un certain nombre de conditions. Oui. J'ai engagé des procédures de paiement à l'encontre d'un certain nombre de locataires pour des loyers qui rentrent dans la période visée par l'article 14 de la loi du 14 novembre, parce que ces locataires ne peuvent manifestement pas bénéficier des dispositions du décret du 30 décembre. Oui, c'est vrai qu'il y a ce sujet-là aussi. Quels sont les loyers qui sont concernés par cette loi? Alors, c'est vrai qu'il y a une discussion, parce que moi, ça me paraît assez clair dans la mesure où le texte dit j'entre en vigueur le 17 octobre 2020, mais est-ce que ça signifie pour autant que ce sont les loyers à partir du 17 octobre? Bon, certains pensent que oui, d'autres que non. C'est vrai qu'on peut avoir un débat. Une question peut-être un peu plus économique. Comment gérer? Donc, c'est une question qui est posée
par Mertz Eric de la fédération Allure. Comment gérer une baisse d'activité économique de 40% depuis 14 mois sur un secteur comme l'équipement de la personne avec une valeur locative basse à moins 15, moins 20%? Comment gérer cette situation? Mais il faut se retourner vers l'État, puisque l'État, quoi qu'il en coûte, a décidé d'éviter que les entreprises n'aillent toutes se précipiter au tribunal de commerce à la sortie de la perfusion. Vous savez, il y a quelques voix qui se sont élevées pour, j'ai évoqué ça dans un article, pour imaginer que l'État puisse voir sa responsabilité engagée. Je ne dis pas quel serait le sort qui serait fait à cette procédure, mais sa responsabilité sans faute engagée devant le juge administratif pour certains types de commerces qui auraient subi, comme dit la jurisprudence, un préjudice anormal et spécial. Ça n'a pas été fait à ma connaissance jusqu'à présent, mais il est certain que l'État a pris conscience, même tardivement, de sa responsabilité, de telle sorte que gérer une perte de 20% ou plus, ça suppose de se retourner vers les aides de l'État. Oui, malheureusement, il n'y a pas d'autre choix. Il faut On peut-être ne peut pas espérer que les bailleurs financent les pertes d'exploitation de leurs locataires dès lors qu'ils ne perçoivent pas déjà les loyers. Et peut-être se dépêcher aussi, parce que les perfusions, le fait d'être sous perfusion de l'État, si ça va s'arrêter incessamment sous peu. Et s'arrêter. Ce qui veut dire que, a priori, on rentre dans une période un peu meilleure, mais rien n'est moins sûr. On peut peut-être demander un impôt de solidarité au magasin de bricolage pour l'équipement de la maison, pour financer... Et au commerce de bouche. Et au commerce, pour financer les commerces en difficulté. Oui. Alors justement, que pensez-vous de ces modifications-là? C'est vrai que c'est beaucoup développé, donc le call and click and collect. On a beaucoup plus cuisiné, pâtissé, bricolé pendant ces périodes. Est-ce que ces modification des habitudes, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur l'avenir, notamment au regard de la destination contractuelle du bail, ses usages? C'est vrai qu'Alain Confinot disait oui, finalement le statut des baux commerciaux peut être intéressant. Il y a encore beaucoup d'usages, mais on voit que les usages évoluent, qu'il y a des mutations profondes. C'est difficile de prévoir l'avenir, mais qu'est-ce qu'on peut, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut en retirer de ces mutations, notamment aussi au regard de la destination du bail, sur ce click and collect, par exemple? Je pense, Bastien, que vous faites allusion à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 février dernier. Que vous avez brillamment commenté, mon cher Jean-Pierre. que j'ai commenté, point, et que je ne suis pas seul à avoir commenté. Il s'agissait d'un restaurant japonais qui avait une destination de restaurant et qui était précisément limité à une activité restauration de type asiatique. Et ce restaurateur faisait de la vente à livrer et de la vente à emporter. Le bailleur s'en est prévalu non pas comme motif de résiliation, mais comme modification notable de la destination pour obtenir une augmentation du loyer. Et la question s'est donc posée de savoir si cette vente à emporter et cette vente à livrer pouvaient être considérées comme une activité incluse dans l'activité de restaurant. La Cour d'appel de Paris a donné la définition de l'activité incluse. L'adjonction d'une activité ne peut cependant donner lieu à des plafonnements du loyer s'il s'agit d'une activité dite incluse, c'est-à-dire se rattachant naturellement à la destination contractuelle initiale et à son évolution en fonction des usages ou pratiques commerciales. Et la Cour d'appel de Paris a considéré, au cas particulier, mais avec un arrêt que j'ai considéré comme frileux, que la destination contractuelle, parce qu'elle était à la fois celle de restaurants de type asiatique et d'alimentation générale, permettait la vente à emporter et la vente à livrer,
sur le fondement du fait que dans l'alimentation générale, il était fréquent de livrer et évidemment d'emporter, et a donc considéré que c'était une activité incluse dans la destination alimentation générale et restaurants typiquement exotiques, c'est-à-dire typiquement asiatiques. Alors, je l'ai commenté en disant que je trouvais que la décision était peut-être un peu frileuse et que la Cour d'appel avait eu besoin du support de l'alimentation générale pour conclure qu'il s'agissait d'une activité incluse. Or, il y a bien longtemps que l'on a vu dans un certain nombre de types de restauration, je ne parle même pas de ceux qui ne font que de la vente à livrer, mais dans un certain nombre de types de restauration, que ce soit la restauration italienne ou la restauration asiatique, que la vente à emporter est quelque chose de classique. Et la vente à livrer l'était moins parce que, mais ça remonte à quelques années, c'est un arrêt de 2009, la Cour d'appel avait considéré que la vente à emporter était incluse dans l'activité de restaurant, mais que la vente à livrer ne l'était pas, à raison du fait que ça impliquait une organisation particulière de livreurs équipés de véhicules à 2 roues qui stationnaient devant la boutique, ce qui était une cause de gêne, et que par conséquent, ça n'était pas dans la destination. Alors, aujourd'hui, on n'a plus besoin, effectivement, d'avoir une équipe de livreurs à disposition devant sa boutique équipée de 2 roues aux couleurs du restaurant. Il suffit de faire appel à une plateforme de livraison et on peut penser que la prochaine fois que la Cour aurait à se prononcer sur la question de savoir si la vente à emporter ou à livrer est incluse dans l'activité de restaurant, sa réponse serait favorable. Je dois dire d'ailleurs que si on regarde l'arrêté du 15 mars 2020, on voit comme une sorte d'encouragement du texte, puisque les commerces de restauration ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, sauf pour leurs activités de vente à emporter ou à livrer. Alors, il est difficile de dire si cela ne concernait que ceux des restaurants qui ont dans leur destination la vente à emporter ou à livrer, ou si c'était une considération d'ordre général susceptible de s'appliquer à tous les restaurants en les invitant à faire de la vente à livrer et de la vente à emporter. On peut ajouter, Jean-Pierre, que la loi du 14 novembre, celle dont on venait de parler, a prévu que la perte de 50% ou plus du loyer, du chiffre d'affaires de novembre ne devait pas prendre en compte les ventes à emporter Exactement. ou à livrer. Absolument. Je pense que dans le Code du bon sens, au paragraphe destination incluse, la vente à emporter ou à livrer me semble totalement faisant partie de la situation et pourquoi on viendrait de ne pas répondre positivement. Alors, est-ce que ça correspond à la situation Covid, ou est-ce que ça va entraîner une évolution définitive des usages commerciaux? J'ai fait un recensement et j'ai regardé ce qui s'était passé chez les restaurants étoilés pendant les périodes de confinement. La plupart des restaurants étoilés ont fait de la vente à emporter et de la vente à livrer. Alors je pense qu'en ce qui les concerne, ce sera une activité qui sera abandonnée à partir de la réouverture parce qu'elle est certainement trop prenante et incompatible avec le service en salle. Mais pour d'autres activités, je pense que ça devrait être considéré comme une activité incluse. Alors, je dois dire que j'ai moi-même été frileux parce que j'ai procédé dernièrement en tant qu'avocat du locataire, donc je n'étais pas le rédacteur du bail, à la signature d'un bail sur la côte basque pour un restaurant dont on va dire qu'il a une vocation bistronomique. Et j'ai introduit une clause, mais qui n'est pas une clause générale,
et qui prévoit que précisément en cas d'épidémie, pandémie, restriction, fermeture administrative ou interdiction d'accueil du public, le locataire aurait le droit de faire de la vente à livrer ou de la vente à emporter. Mais j'ai été frileux parce que je n'ai pas voulu, et je savais que je me serais vu opposer un refus du bailleur, je n'ai pas voulu l'introduire dans la clause de destination, je ne l'ai mis qu'en disposition particulière dans une hypothèse exceptionnelle. Il y a des évolutions, on le voit bien aujourd'hui, y compris quand on regarde dans d'autres activités, comme l'évolution, ça fait partie de la vie, et on l'a vu chez Uber, finalement, leurs entrepreneurs libéraux vont se transformer petit à petit en salariés, etc. Il faut aussi qu'on évolue, et je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui raisonnablement fermer la porte à ce que un grand restaurateur puisse pas même aller jusqu'à avoir un food truck comme certains l'ont fait. Donc il faut aussi permettre cette évolution économique et avoir cette souplesse, de mon point de vue. Oui, mais c'était la conclusion de mon propos, et je disais que cette vente à emporter était jusqu'à présent traditionnellement réservée aux traiteurs, que les traiteurs seront peut-être mécontents de voir les restaurateurs leur faire cette concurrence. Mais c'est vrai que, comme vous, moi, Jean-Pierre, j'aurais été frileux là sur la rédaction. Hein. J'aurais effectivement pensé à le mettre, mais plutôt effectivement en disposition un peu spéciale, bon, enfin un peu à part, parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais après ce que ça peut donner. Alors, de la même manière, puisque là on parle donc d'activités qui seraient comprises ou pas dans la destination, on a la réouverture, il y a eu la réouverture des terrasses. Est-ce que dans la valeur locative, il faudrait englober les terrasses dans une ville comme Aix-en-Provence, hein, les terrasses sont essentielles. On a des locaux exigus. Avec la terrasse, vous avez 60 couverts ou 120 couverts. Sans la terrasse, vous n'avez plus que 3 ou 4 couverts. Ou zéro. Parlons de zéro. Code du bon sens, rubrique terrasse. Vous avez forcément, Sophie Mutter nous l'a rappelé ce matin, s'il y a un endroit, tous les restaurants ont une terrasse, alors est-ce qu'il y a une surcote? Vraisemblablement pas. Et si par contre, à un endroit, les restaurants n'ont pas de terrasse et finalement un seul aurait une terrasse, évidemment, ça lui crée un avantage économique d'avoir pu bénéficier d'une terrasse par la collectivité, etc. Donc il y a quand même, une situation du cas par cas toujours à appréhender, de mon point de vue. C'est le code du cas par cas. Exact. C'est toutes les boîtes à outils de Jean-Jacques Martel. Oui, c'est vrai que cette question des terrasses est quand même assez prégnante. Alors, par rapport aussi, Jean-Pierre, à ce que vous évoquiez là finalement sur la clause, et peut-être Alain Confineau, je peux vous demander, vous en avez déjà un peu parlé ce matin, mais comment voyez-vous l'évolution rédactionnelle, contractuelle de nos baux commerciaux? Parce que c'est vrai que moi, comme d'autres, on voit apparaître, hein, vous en parliez aussi, on voit apparaître les fameuses clauses Covid dans les contrats de baux commerciaux, pas seulement, aussi dans d'autres contrats. Mais qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme clause? Bon, Jean-Pierre évoquait la question de la destination, des activités incluses ou pas. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme clause ou comme évolution contractuelle, d'ingénierie contractuelle même? Au-delà de l'ingénierie, et avant même de parler de l'ingénierie, j'aurais tendance à penser que l'évolution va être marquée par l'arrêt d'un droit, ou plutôt de l'abus d'un droit, c'est celui d'exagérer. L'abus du droit d'exagérer de la part de certains bailleurs qui continuent, au-delà de la loi Pinel, à faire du triple net, sans le dire comme tel, mais en gros, en dehors de l'inventaire des catégories de charges, on voit toujours apparaître, on voyait jusqu'à une certaine période récente, apparaître des baux d'une dureté absolue, ajoutant même à la charge du preneur, puisque le décret de novembre 2014 les y avait autorisés, la charge des travaux d'embellissement excédant le coût du remplacement à l'identique. Depuis quelque temps, il me semble, en tout cas, voir, quand je suis bailleur, je me réfrène, et quand je suis preneur, je compare, comme dirait l'autre, et je vois qu'il y a
des baux un tout petit peu plus équilibrés qui semblent avoir été un peu imprégnés par la crise. Alors, dans quel sens ? Il semble d'abord que les bailleurs évitent les abus en termes de mise aux normes à la charge des preneurs. Il y a eu la loi Elan, le décret tertiaire. Il n'est plus tout à fait de bon ton aujourd'hui de transférer systématiquement la charge de tous les travaux de mise aux normes sur la tête du preneur. Il y a même des baux qui sont arrivés, c'est assez récent, dans lesquels le bailleur fait déjà la ligne de démarcation, vous savez, à peu près classique, entre les locaux et l'activité. Les mises aux normes liées à l'immobilier, les mises aux normes liées à l'activité. Alors, lorsqu'on est appelé à négocier, de part ou d'autre d'ailleurs de la barrière locative, on s'aperçoit qu'on arrive plus volontiers aujourd'hui à des accords sur ces lignes d'équilibre. Il semble également que le droit des contrats ait fait quand même évoluer un certain nombre de clauses. On voyait avant 2016 encore des dérogations violentes à des textes de type 1719 du Code civil, l'obligation de délivrance, en expliquant que les parties convenaient d'un commun accord et en toute connaissance de cause d'évincer cette obligation. On avait vu ça pour la modification de la chose louée, article 1723 du Code civil. Ça ne se voit plus. Donc on a l'impression que l'ordre public, en tout cas de la réforme du droit des contrats, commence à faire son œuvre. Est-ce que l'ordre, je dirais, économique du Covid va entraîner des modifications? Certainement, puisqu'on voit apparaître des clauses un peu différentes sur la force majeure. On voit apparaître, je dirais, l'avènement de la pandémie au titre des causes légitimes de suspension de certains délais pour l'exécution de travaux, notamment dans les BFA. Il est maintenant assez habituel de voir que la pandémie est traitée, au moins en tant que telle. J'ai l'impression, en tout cas, que nous sommes au début d'une évolution. Il serait extrêmement présomptueux de dire comment les baux vont se modifier par l'effet même de la crise. Mais on avait déjà un mouvement qui se dessinait depuis quelques années vers, je dirais, un meilleur équilibre de la relation contractuelle. Au cas, si ça ne sort pas directement des cartons des beaux types qui sont présentés sur le marché, ça arrive tout de même à un meilleur équilibre au terme des négociations. J'ai l'impression que les bailleurs sont plus aptes et plus ouverts aujourd'hui à négocier les clauses les plus dures de leur beau type. Voilà la sensation en tout cas que j'ai, et donc l'évolution qui est tout de même une évolution qu'il faut applaudir pour une fois, au moins que la crise ait servi à quelque chose, à un meilleur équilibre qui prenne en compte les droits et obligations de chacun d'une manière un peu plus partagée. Voilà. Oui, c'est l'aspect positif, s'il devait y en avoir un, oui. Mais c'est un des aspects positifs de la crise. Alors, justement, ces bailleurs, contraints aussi, enfin en tout cas maintenant avec la loi et le décret Pinel, ils regardent à deux fois avant de transférer des charges qu'ils ne pourraient pas transférer. Je vous interroge sur les conséquences des transferts de charges, sur la valeur locative. Alors, dans la limite du décret Pinel, bien entendu. Est-ce que finalement c'est pas un mauvais calcul de la part du bailleur, ou un calcul à court terme, et dans le contexte particulier de la crise sanitaire? Madame Ménigabouri. C'est trop tôt pour mesurer ça. Je ne sais pas si Jean-Jacques, tu as une réponse à ça. Moi, très honnêtement, je suis un peu sèche pour vous répondre. Non, je comprends. Je voudrais pouvoir le faire, mais...
C'est vrai que toutes ces questions, on les pose presque un peu trop tôt. Absolument. Mais absolument. on n'a pas encore suffisamment L'un de d'entre recul. nous disait, heureusement, le judiciaire nous ménagera un Oui. petit peu de recul pour qu'on puisse être pertinent dans nos propositions au juge. Là, on est encore un peu au pied du mur. Oui, je suis d'accord avec vous, Jean-Jacques. Il faut aussi se méfier finalement des clauses. Je me souviens dans l'évolution juridique des clauses, je ne sais pas si c'était dans les années 97-98, où il y avait eu des baisses de l'indice ICC, Oui. et qui avait amené beaucoup de rédacteurs à la suite à modifier ces clauses pour exclure la révision à la baisse, enfin en tout cas les indices à la baisse. Oui. Et puis finalement, l'arroseur a été finalement arrosé, puisque toutes ces clauses se sont retournées contre ceux qui les avaient mises en place pour finalement contrarier l'évolution du cycle. Et il y avait eu 2 ou 3 indices à la baisse, 98 peut-être, et à la suite de ces indices, beaucoup de rédacteurs avaient modifié leur baux pour dire maintenant ça ne pourra plus que jouer qu'à la hausse. Puis on a su ce qu'on a su. Oui, il y en a qui ont surfé sur la vague de 2008 aussi. Ah. Et c'est à l'occasion de la vague de 2008 qu'il y a eu des avenants à tout va qui voulaient profiter de cette explosion de l'ICC pour dire ah ben, ça va toujours aller dans le même sens. Il y en a qui ont été extrêmement vicieux aussi et qui ont proposé des capages de certaines clauses d'indexation avec du +2, +4 et une certaine enseigne que je ne nommerai pas qui s'est singularisée de ce point de vue-là en disant à leurs bailleurs bon écoutez, puisque l'ICC du 4e trimestre 2008 avait pris quelque chose comme 10% par rapport à 2007, eh bien, écoutez, on va vous proposer une chose, on va limiter l'indexation désormais à +2, +4, c'est-à-dire si l'indice est inférieur à +2%, on prendra 2. S'il est supérieur à +4, on prendra 4. Et s'il est entre les deux, on prendra entre les deux. Cette clause-là, qui aboutit aujourd'hui à des distorsions considérables de l'indexation, est effectivement réputée non écrite et se retourne contre ceux qui ont voulu profiter de la vague. On a fait autre chose aussi. D'où la nécessité de se dire qu'il va falloir aussi regarder dans ce rétroviseur et laisser le temps du rétroviseur, parce que être dans l'anticipation, ça ne peut être que par la négociation, comme on veut, comme on l'appelle, les modes alternatifs, enfin en tout cas, voilà, comme on veut. Mais en tout cas, que les gens se parlent et trouvent des solutions entre eux et qu'ils soient d'accord pour aménager provisoirement ça. Inventer trop vite et proposer trop vite, je pense que celui qui proposera trop vite, certainement, sera celui qui rira le dernier ou le premier, je ne sais plus comment on dit. On a fait autre chose aussi en 2008. Parce qu'en 2008, il y a la conjonction de 2 événements. Il y a un indice qui a varié de plus de 25%. Il y a une baisse de valeur locative. Et il y a la création de l'indice des loyers commerciaux. Et dans un certain nombre de cas, on a fait des avenants proposant aux locataires de changer d'indice de référence, de passer de l'ICC à l'indice des loyers commerciaux et à cette occasion de remettre le compteur à 0. De sorte que on faisait obstacle à toute possibilité d'invoquer la modification de plus de 25% de l'indice. Oui, puisqu'on fixait le loyer. On fixait le loyer et on neutralisait la variation de plus de 25% en remettant le compteur à 0, en disant que désormais le loyer était celui-ci. On ne peut répondre à votre question pour l'instant que sous un angle statistique, et avec une statistique extrêmement étroite. On voit beaucoup de créativité des bailleurs pour accompagner les locataires, mais dans la rédaction, je parle sous le contrôle des avocats, dans la rédaction des clauses des baux, on reste très prudent, très classique. Oui, c'est un constat. On n'innove pas beaucoup. Non, c'est un constat un peu général qu'on peut faire. Alors, je voudrais vous poser la question aussi sous l'angle, mais peut-être vous aurez toutes les difficultés les mêmes à répondre, sous l'angle des indemnisations ou des indemnités. Bon, sans trop déflorer l'un des sujets qu'on abordera demain, mais en termes d'indemnité d'éviction ou d'indemnité d'occupation ou autre indemnité, est-ce qu'on peut peut-être déjà anticiper certaines choses ou est-ce qu'on constate
Donc du côté de la fixation de ces indemnités, est-ce qu'on constate déjà des évolutions fortes, ou pas trop, ou pas encore, ou il est trop tôt? Je pense qu'il est encore trop tôt. Les seules choses qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que les grands bailleurs qui ont une vision à long terme considèrent l'épisode Covid comme un accident, et le bulldozer des restructurations et des évictions qui étaient projetés continue avec ou sans Covid. Ça n'arrête pas les projets d'éviction. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est qu'il est trop tôt. Aujourd'hui, on en parlera demain, l'impact du Covid sur la valeur du fonds de commerce, la possibilité de mettre entre parenthèses les données chiffrées d'une exploitation malmenée pendant la période Covid, c'est probable. Aujourd'hui, il n'y a pas, à notre connaissance, pas une jurisprudence qui l'ait actée. C'est trop tôt. Oui, je aussi que pour les indemnités d'éviction, notamment, si tout le monde nous rabâche que les valeurs locatives sont trop importantes, alors quand on évincera un locataire qui a un loyer de 100, si comme local de remplacement on lui dit qu'il pourra avoir finalement un loyer de 80, alors finalement il verra peut-être même son indemnité, une indemnité qui sera compliquée à établir, puisque généralement on se prévaut d'un surloyer, d'une valeur de droit de bail, etc. Et là, finalement, on lui dira, monsieur, si vous changez de locataire, si vous changez de local, vous allez faire des économies. Et donc, vous allez avoir un sous-loyer. Et donc, on va peut-être déduire, c'est l'absurde, mais on pourrait déduire finalement de cette indemnité le sous-loyer potentiellement, puisque si on regarde ceux qui nous annoncent moins 40%, alors monsieur, on peut vous évincer, au contraire, c'est bien pour vous, c'est une très bonne nouvelle, vous allez payer moins cher ailleurs. On aura une dépréciation du droit au bail et un renchérissement de la valeur du fonds parce que l'excédent brut d'exploitation sera revalorisé de l'économie de loyer. En tout cas, il n'y aura pas de valeur de droit au bail. Ou très amoindrie, en tout cas. Et on en reviendra à l'étiage du préjudice effectif subi par le locataire. Et ce qui est tout de même le critère prévu par la loi. Oui, et puis sur donc, ces indemnités d'éviction, là, du coup, finalement un peu prises à l'envers, hein, ça me fait penser, on revient aux fondamentaux des baux commerciaux, là, c'est-à-dire à la propriété commerciale. Et on sait que la Cour de cassation, il n'y a pas très longtemps, a donné ou redonné une définition de la propriété commerciale, mais on a l'impression de savoir, c'est pas si facile que ça finalement à définir. Et donc c'est très intéressant à mettre en perspective avec ces nouvelles fixations d'indemnisation, d'indemnité d'éviction. Alors, un peu dans le même sens, mais on risque d'avoir là aussi quelques difficultés à répondre, même si c'est un argument qui est déjà invoqué, me semble-t-il, par certains avocats, de certains preneurs. Nouvelle question de Bernard Puy-Lagarde. Encore ? Oui, très intéressant. Vous allez voir, mais on en a déjà discuté. Bonsoir Bernard. Merci Bernard Puy-Lagarde, peut-on envisager que les conséquences de la pandémie permettent d'invoquer l'article L145-38 et de fixer des loyers révisés à la baisse en considérant qu'il s'agit d'une modification matérielle? Est-ce que la crise pourrait d'ores et déjà constituer une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité en elle-même? Question pour les experts. On peut lui répondre qu'il aurait dû venir nous rejoindre ce matin. On en a parlé ce matin. Quand Serge nous dit ce matin, il y a 14 locaux vides dans la rue Saint-Ferréol, et que pour lui... Et terrasses du port aussi. Hein. Ouais. Et aux terrasses du port, et que pour lui, 19, ça constitue... 19 cellules. 19 sur 190. 19 cellules aux terrasses du port. Bon, ça fait 10. 10%. Ça fait 10%. Mais... si on veut bien regarder, même il y a déjà plusieurs années, on disait quand même qu'un taux de vacances acceptable dans les villes, c'était de 8 à 14%. Donc est-ce que 10% aujourd'hui, ça constitue une évolution matérielle, j'allais dire, significative? Alors oui, je veux dire, si on a des locaux qui ferment, je suis assez d'accord sur le fait de dire, finalement, matériellement, si les rideaux se baissent, ça, pour le coup, c'est quelque chose de matériel, puisqu'il y a des locaux qui sont vides. La difficulté sera celle qu'il a évoquée, de traduire comment on fera le lien entre, finalement, il faudra non pas établir simplement la matérialité, mais comme il n'y a plus rien qui se loue, comment établirons-nous la baisse des valeurs locatives? Et surtout, il faudra, dans la décote de la valeur locative, faire le tri entre la décote liée à la désertification et la décote macroéconomique liée au malaise de la branche d'activité.
Parce que dans le lien de causalité, il faudra faire le tri, certainement. Mais c'est ça, c'est ça. Je pense en fait que notre problème est peut-être que... Alors, nous sommes que des techniciens, au sens propre et noble du terme, à qui on demande de temps en temps de donner on nous demande notre avis. Bon, on ne se prive pas de le donner, mais on n'est pas là pour inventer, faire jouer au législateur, etc. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour prendre la place du juge non plus. Et la difficulté, c'est qu'il y a cette constatation qu'on fait du marché et cet écart, je veux dire, grandissant entre cette souplesse du marché, globalement, où finalement tout est possible. Et puis d'un autre côté, cette rigidité de qu'est-ce qu'il faut faire, quelle référence il faut prendre. Et ça, c'est difficile pour nous. Et je pense qu'il faudrait peut-être laisser plus de souplesse à l'appréciation d'un certain nombre d'éléments de comparaison. Les mêmes qui, de temps en temps, brandissent en disant « Mais non, vous ne prenez pas de référence. J'étais, il n'y a pas si longtemps, à Saint-Omer, jolie ville du Pas-de-Calais. Et puis, on vient... critiquer des références. Bon, attendez, quand on trouve déjà 2 références à Saint-Omer, c'est déjà pas mal, quoi. Si en plus il fallait trouver des références à moins de 6 mois, quoi, bon, arrêtons. Donc voilà, il faudrait peut-être être inventif sur comment apprécier et nous laisser une certaine marge de manœuvre, je veux dire, dans l'appréciation de ces difficultés, parce qu'il y a des vraies difficultés, on ne peut pas les nier. Mais si on nous demande de les traiter comme avant, on va avoir beaucoup de mal. Mais il y a un paradoxe qui nous gêne beaucoup. Nous, experts, quand on doit proposer une valeur locative, on doit s'appuyer sur des prix qui sont faits, qui sont construits dans une logique qui n'est pas la nôtre. C'est la logique, pour le bailleur, de la recherche d'une rentabilité, pour le locataire, d'avoir un taux d'effort acceptable. Il faut que ça rentre dans son compte de résultat. Et on ne peut pas rentrer, nous, dans ces logiques-là. Le taux d'effort, on n'a pas le droit même d'y faire allusion. Et il faudra peut-être faire évoluer les choses. Mais avec nos outils réglementaires, aujourd'hui, on est un peu bridé. Bastien nous transforme en expert comptable, hein, tu le sais. Oui, non, oui. Non, vraiment, c'était, quand je parlais de duo ou de binôme, c'était dans les aspects les plus positifs, hein, pour aller dans le bon sens, dans la matière. Alors justement, sur le côté inventif ou inventivité, peut-être là, Jean-Pierre, je me tourne vers vous, mais aussi Françoise Meignet-Gabory, donc vous évoquiez ces clauses recettes, full variables, mais de partout, pas que initialement dans les centres commerciaux, de partout. On voit peut-être de plus en plus aussi, Jean-Pierre, la clause donc des chaînes mobiles d'indexation, mais avec une périodicité triennale, comme une révision légale triennale, mais on voit peut-être de plus en plus cette clause mise en place. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, oui, ce n'est pas forcément... Des risques éventuellement aussi. Ce n'est pas forcément récent. Et à partir du moment où elle est bien rédigée, je ne vois aucun risque. Elle présente l'avantage pour le bailleur de le dispenser des formalités qui sont prévues par les textes, L145, 37 et 38, c'est-à-dire de faire une demande de révision, de la faire suivre d'un mémoire si le locataire n'est pas d'accord, et ensuite d'assigner devant le juge des loyers simplement pour obtenir une augmentation à l'indice. Donc elle a un effet automatique. Elle présente pour le locataire l'absence d'inconvénient puisque elle est équivalente à une révision légale qui serait pratiquée à bonne date. La seule difficulté, c'est sa rédaction parce que on a vu beaucoup de clauses d'indexation triennale être mal rédigées et être confondues avec des clauses faisant référence à la révision légale. Il y a un arrêt qui a été rendu le 20 mai, je crois, par la Cour de cassation, qui approuve une cour d'appel d'avoir, en présence d'une clause d'indexation triennale, considéré que c'était effectivement une clause d'indexation, quoiqu'elle n'ait pas prévu le caractère automatique, mais parce qu'elle avait employé le futur. Le loyer sera. Mais on avait employé le mauvais terme, révisé, plutôt qu'indexé. Alors, il faut faire attention à ces clauses-là. Si on veut faire une clause d'indexation à effet triennal,
faites-la, dites-le, appelez-la clause d'indexation, indiquez que le loyer sera indexé automatiquement et de plein droit tous les 3 ans en fonction de la variation de tel indice, dont vous veillerez à ce qu'il ne crée aucune distorsion, mais il n'y a pas de difficulté et finalement cette clause assure une certaine sécurité, une certaine stabilité pour les deux parties. Elle a un inconvénient tout de même en trésorerie dans une perspective de hausse des indices. J'ai vu bien des fois des locataires qui subissaient à une certaine époque une espèce d'automatisme de la révision triennale dont il suffisait pour l'administrateur d'envoyer une lettre disant plus de 3 ans sont écoulés, voici le montant du loyer et la plupart des petits locataires payaient. Absolument. Mais ils payaient en râlant, en disant ça fait beaucoup d'un coup, à une époque où les indices n'étaient pas aussi plan-plan qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que dans une conjoncture haussière, tous les 3 ans, avoir une sorte de palier à franchir en trésorerie n'est pas forcément quelque chose qui avantage les locataires. Et mon cher Alain, nous avons connu, toi et moi, des époques où les indexations triennales étaient faites sur la base de 40% ou 45% d'augmentation. Absolument. Tout à fait. Ce qui n'est plus le cas. Ouais. Assez conséquent. C'était sous Raymond Barre. Et sur le full Parle variable, d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. sur ce, ouais. Est-ce que vous avez une approche différente ou pas de l'approche que vous pouviez avoir sur le full variable dans les centres commerciaux? Aujourd'hui, on a une extension donc dans d'autres hypothèses ou... Bon, c'est très marginal, d'abord. Oui, d'accord. C'est quelque chose qui ne devrait pas... enfin, je parle sous le contrôle de Jean-Jacques, je ne pense pas que c'est quelque chose qui devrait trouver à se développer. C'est quelque chose qui restera en dehors du terrain de jeu des experts, a priori. Oui, c'est ça. Alors moi, je l'ai vu pratiquer par certains propriétaires de centres commerciaux qui se trouvaient menacés par le locataire de quitter les locaux. Et on leur a fait des baux avec un loyer entièrement variable, pas de chiffre d'affaires, pas de loyer. Mais c'était à l'égard de locataires locomotives dont le départ aurait été fatal pour le centre commercial. Oui. Jean-Jacques? À la référence, pas de bras, pas de chocolat. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça, alors je vérifie quand même les questions là, qui sont posées sur le... Non, il n'y a pas... Je penserais que le chat serait un peu plus... Il faudrait demander à Bernard. Ouais, je serais pensé que le chat serait un peu... Non, mais c'est pas grave. Bernard, une question. Je pensais que le chat serait un peu plus alimenté, mais c'est pas grave, il nous reste à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Enfin, moi, je peux peut-être faire un petit tour de table pour avoir un sentiment un peu général finalement sur la situation actuelle. Surveillez votre écran parce que Bernard D'accord. va vous poser une question. Je surveille. Je suis très attentif. Mais bon, je sais bien que personne n'a de boule de cristal, hein, mais le sentiment peut-être. Moi, je suis optimiste et je pense que on va... D'abord, je pense que les parties, si elles se parlent, vont trouver des solutions. Et c'est vrai que si elles se parlent vraiment, si elles ont envie de se parler, et le tribunal judiciaire a même enjoint des parties à essayer de négocier ou de discuter, etc. Je pense que si vraiment les gens viennent, non pas avec des certitudes d'avoir raison, mais avec la volonté de trouver une solution, je pense qu'ils les trouveront. Donc je suis optimiste de ce côté-là, si les gens veulent se parler et pas s'envoyer des mailings, etc. Bon, voilà, parler de gens à gens. Et ensuite, sur l'activité économique, j'espère que dans un an, tout ça sera derrière nous. Et si j'en crois ce qui s'est passé en juin dernier, l'été a été absolument extraordinaire. J'allais dire, je rencontrais un exploitant hôtelier, je reprends ces mots parce qu'il n'était même pas obligé de le faire. Et il m'a dit, l'an dernier, entre juin et septembre, on s'est gavé. Il me l'a dit comme ça, et je trouvais que... Et donc, il me dit, je n'avais jamais connu une activité économique comme celle-là en 15 ans de reprise de son hôtel dans l'Oise, et dans un village touristique, etc. Et donc,
À l'image de ça, ben, j'espère qu'on peut être optimiste, et je le voudrais. Il est évident que, comme toute crise, va amener un certain nombre de modifications de l'exploitation, va amener évidemment... Alors moi, je confesse que je suis vraiment... heureusement, les gens qui sont avec moi sont partis se promener, mais j'ai jamais fait un achat sur Internet, donc je vais vous paraître totalement vieux jeu, mais c'est mon cas. Et donc, mais seulement quand même, c'est une réalité. Internet va modifier la donne. De quelle manière? Bon, souvenez-vous, la première crise, le premier pic Internet, c'était dans les années 2000, donc il y a 20 ans, et puis ça a amené un flop pas possible. Aujourd'hui, au niveau boursier, etc., je pense qu'aujourd'hui, on s'est inscrit dans quelque chose de durable, et je crois qu'il va falloir composer avec ça. Comment les magasins, comment les chaînes, comment tout ça va se modifier. En même temps, comme dirait l'autre, s'il y a une prise en compte du commerce par Internet, eh bien, il va falloir quand même le prendre en considération, parce que on parlait, je ne sais plus tout à l'heure, parler de Decathlon vend beaucoup par Internet aujourd'hui. Oui, mais tout le monde sait ce que c'est que le magasin Decathlon, parce qu'il a des magasins. Et donc, s'il vend par Internet, c'est aussi parce qu'il a des magasins. Donc, il y aura quand même, et il y a même il y avait même des Spartoo, etc., qui ont acheté des magasins de chaussures physiques pour arriver. Donc, je crois encore à l'exercice du commerce physiquement. Je crois qu'il va devoir se recentrer, il va devoir évoluer. Mais globalement, je suis optimiste et je l'espère. J'étais rue d'Antibes à Cannes au début du mois de mai. Manifestement, les commerçants se préparaient avec frénésie à la réouverture. Je crois qu'on va avoir il y aura un effet rebond. Je crois qu'effectivement, on peut être optimiste. Il ne faut pas lire tout ce qu'on lit dans les feuilles catastrophistes qu'évoquait Jean-Jacques tout à l'heure. Moi, je suis frappée par la vitalité du marché locatif qui s'est adapté, sans minimiser ce qu'ont vécu un certain nombre d'exploitants. Oui. Il y a une vraie vitalité du commerce, il y a une vraie vitalité du marché locatif. Il devrait y avoir un effet rebond. Et ça pose d'ailleurs un problème, parce que Jean-Jacques parlait d'un hôtelier, on peut parler des restaurateurs. On est expert judiciaire, mais on est aussi expert immobilier, et on parle avec des commerçants. Et on entend le restaurateur qui dit, entre le chèque de mon assureur, les aides publiques, j'ai pris des vacances aux frais de la princesse. On entend ça aussi. Je ne généralise pas, mais il faut pas qu'on ait, nous, experts, une tendance à écraser les valeurs locatives. Ils ont assez souffert, on va les laisser se reposer, on va fixer des valeurs, on va aider le juge à fixer des valeurs locatives modérées. Tout le monde ne va pas si mal. Le quoi qu'il en coûte a porté ses fruits. Absolument. Alain ? Ils vont plutôt avoir du mal à faire revenir leurs salariés chez eux. Une sensation un peu mitigée, d'abord parce que je pense à tous ces morts économiques qui se profilent quand elles ne sont pas encore arrivées. Il va y avoir des gens qu'on va sauver sur le plan sanitaire, mais qu'on n'aura pas sauvés sur le plan économique, et ça, c'est une donnée que malheureusement, nous ne pourrons pas aujourd'hui ignorer. Quand on oppose des bailleurs à des preneurs, en règle générale, je pensais également qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de bailleurs sont parfois des locataires. Bien sûr. Et que des locataires, et je pense à des enseignes, ont créé souvent des structures de bailleurs. Donc, opposer bailleurs et preneurs dans ces conditions me paraît tout de même un peu dépassé. Je pensais aussi que l'évolution du commerce physique, qui avait commencé bien avant la crise sanitaire, faisait que dans certains cas, les loyers variables purs, le full variable, étaient quand même extrêmement dangereux pour les bailleurs. Bien sûr. J'ai le cas d'une enseigne qui, d'abord, fonctionne uniquement par succursale et qui a regroupé toutes ces ventes en ligne sur une centrale d'achat. Un certain nombre de ces magasins, aujourd'hui, sont devenus des showrooms. Les gens s'approchent, vont voir, tâtent de la marchandise, qui est généralement de l'équipement de la personne, ont pris la référence, sortent du magasin et achètent en ligne moins cher
que le prix affiché dans le magasin. Dans ces conditions, le chiffre d'affaires du bailleur, il va s'étioler, il va partir comme de la poudre d'Alain vers une asymptote de zéro. Et je crains que si on a du variable pur sans un minimum garanti pour le bailleur, on finisse par décourager les bailleurs de louer un certain nombre de cellules sous ces formes-là. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de paradoxes, hein, je trouve, hein, et des écarts qui se creusent, bon, malheureusement, comme dans toute crise ou toute difficulté. J'ai bien surveillé mon écran, il n'y a pas de nouvelles questions de Bernard Puy-Lagarde. En revanche, moi j'en ai peut-être une dernière. Et par rapport aux droits des entreprises en difficulté, parce que en 2020, on a eu, je crois, à peu près 30% de moins de liquidation judiciaire que par rapport à 2019. C'est l'effet perfusion. Ce qui s'explique par l'effet perfusion. En 2021, l'on annonce 30 ou 40% de liquidation judiciaire en plus, mais on sait tous ici qu'il faut être quand même assez mesuré avec les annonces, avec les statistiques. Certains locataires, on peut s'interroger, mais certains locataires mettent en avant donc la stratégie des entreprises en difficulté ou de la sauvegarde, ou d'autres procédures collectives disent: bon, vous bailleurs, si finalement vous acceptez pas ce qu'on vous demande parce qu'on en a besoin économiquement, on va se placer en sauvegarde, et puis après on verra. Alors, je ne parle pas de l'hypothèse du locataire qui n'a pas vraiment le choix et qui part en redressement, voire en liquidation judiciaire, ou parce qu'il se fait assigner en redressement ou liquidation judiciaire. Hein. Je parle peut-être vraiment du preneur qui fait cette stratégie, c'est une vraie stratégie, et qui donc utilise cette sauvegarde. Et voilà, je pense que ça sera la dernière question sur ce point. D'ailleurs, aujourd'hui, ceux qui sont les plus en difficulté, qui sont les plus à plaindre dans la crise, sont les mandataires judiciaires et les administrateurs judiciaires. Parce qu'ils ont quand même, eux, sont ceux qui connaissent les premières baisses d'activité, et ils ne retrouveront de l'activité qu'en 2022 ou 2023. Exactement. Donc les premiers en difficulté sont ceux qui traitent les difficultés. Ils se sont redéployés quand même sur la conciliation. Un certain nombre Oui, mais enfin bon, il suffit de les écouter. Plus de conciliation qu'avant. Et sur les, non, mais en les écoutant, ils sont tous prêts à licencier. Aussi, sur d'autres matières, telles que la copropriété. Il y a ça aussi. Alors en plus, on va avoir quand même le débat présidentiel de 2022. Essentiel. Et notamment le sort du PGE, puisqu'il y a déjà des candidats dont l'on suppose qu'ils seront assurément au deuxième tour, qui promettent déjà... Une candidate ? Oui, qui promettent déjà, mais dont on suppose qu'elle sera au deuxième tour, qui promettent déjà la transformation du PGE en capitaux propres au niveau des entreprises, qui seront en difficulté. Alors donc évidemment, je pense que comme cette candidate vraisemblablement sera suivie par d'autres qui seront obligés de se positionner par rapport à cette mesure forte, et que peut-être que ce sera aussi une mesure qui fera que certains locataires se mettront en procédure de sauvegarde ad hoc, ce qu'on veut, pour pouvoir bénéficier de la suppression de ce PGE plus ou moins important sur les entreprises. C'est vrai qu'à côté du droit spécial dont Jean-Pierre Blatter nous parlait tout à l'heure, droit spécial Covid, à côté du droit commun des contrats dont j'ai parlé, il y a le droit spécial de la procédure collective, qui est tout de même finalement le dernier moyen le plus efficace et le plus virulent de ne pas payer les loyers exigibles, puisqu'on parlait d'exigibilité. C'est évident qu'un certain nombre de cessations des paiements vont se traduire par des déclarations de cessation des paiements, donc des dépôts de bilan dans lesquels les bailleurs n'auront plus qu'à faire une jolie déclaration de créance qui, dans l'état actuel des choses, aura peu de chances d'être réglée. Ils auront l'avantage d'être privilégiés. Oui, un privilège mobilier spécial sur les meubles meublants, et alors là, qui passe en 4e rang, et généralement, il n'y a plus grand-chose à récupérer à la fin. Le premier privilège, celui qui est tout en haut, c'est celui des administrateurs et des mandataires judiciaires. Oui, vous direz. Je voulais juste dire une chose, puisqu'on faisait de la prospective sur ce que sera le marché post-Covid. On parlait de la vacance, les 19 commerces vacants sur 180 et autres. Il pourrait y avoir un effet sur les valeurs locatives. 2 effets. La vacance va se traduire par des loyers purs. Donc l'échantillon des valeurs locatives qu'on va avoir, on va avoir des loyers à l'américaine. On n'aura plus beaucoup de loyers historiques.
on aura le poids du marché va s'alourdir dans notre échantillon, et ça pourrait renchérir les valeurs locatives judiciaires. En tout cas, toujours pour faire de la prospective, on va faire l'économie du débat sur la décapitalisation, puisqu'on n'en aura, pour ainsi dire, plus des coûts en capital. Sophie Mutter, ce matin, a attiré l'attention sur le fait qu'il y aura peut-être davantage de baux dérogatoires dans une première intention, en tout cas. Et il est possible que les baux dérogatoires soient conclus à des niveaux de loyer plus élevés que les baux classiques. Oui, mais alors, est-ce qu'on va les garder dans notre échantillon ? Exactement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on a le droit de les garder dans un échantillon ? Est-ce que vous allez faire des références à des baux dérogatoires ? Non. Ah, bien sûr. Non. Pas évident. Et puis, il n'est pas exclu quand même que les valeurs de marché deviennent aussi inférieures aux valeurs historiques. Tout à fait. Tout à fait. Ça on n'y croit pas beaucoup. Bah, écoutez, Il y a des villes où ce sera le cas. C'est vrai, il y aura un marché primaire, un marché secondaire. Dans le marché secondaire, vous avez raison, ça pourra se traduire. Dans le marché de bureaux aussi. Oui, c'est vrai qu'on parle des commerces, mais il y a les bureaux. Dans les bureaux aussi. Dans les bureaux, effectivement, les choses sont différentes. Oui. C'est vrai que sur la question des baux dérogatoires, ça serait quand même un peu fort de café, parce que dans une ville comme Aix-en-Provence, il fut un temps où on avait, de manière un peu frauduleuse, beaucoup trop peut-être de baux dérogatoires successifs de 23 mois, donc, mais beaucoup. Et donc la ville a été, je dirais, dépolluée de ces baux dérogatoires, mais peut-être que du fait de la crise, ils font revenir en force. Enfin, c'est un vrai sujet, absolument. Alors après, ils sont plus frauduleux, ceux-là. Et ils sont plus frauduleux. Alors, bon, la législation, la jurisprudence a bien évolué. Bon, après, ça peut être intéressant peut-être de faire des baux dérogatoires avec des clauses d'indexation. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour de ce sujet. Donc, l'exigibilité et la valeur du loyer à l'heure du Covid. Merci beaucoup à tous les intervenants. Merci Françoise Beignet-Gabory, Jean-Jacques Martel, Jean-Pierre Blatter, Alain Confinot. Merci beaucoup. Merci. Et nous vous donnons rendez-vous à demain pour la suite de ces rencontres nationales sur les baux commerciaux. Au revoir.